Les mobilisations de soutien à la Palestine et contre la guerre génocidaire à Gaza ont fait l'objet d'une répression considérable dans l'ensemble des pays occidentaux depuis le 7 octobre 2023. Sans doute, on se posait la question aussi en préparant un peu ces deux journées, sans doute il n'y a pas eu beaucoup d'exemples d'une cause qui a été attaquée par l'ensemble des outils répressifs comme ça. On aura peut-être d'autres exemples, et en tout cas dans l'histoire récente, répression, interdiction de manifestation, procès, interpellation, coupure de subventions, dissolution, disqualification des associations accusées d'antisémitisme. C'est une petite liste, on pourrait la faire grossir. Euh, voilà, la répression est vraiment considérable autour de cette cause-là. On a donc voulu, et ça nous semblait évident et ça nous semblait normal, organiser un panel un peu conséquent sur cette question. Et donc, on aura l'occasion, après cette première table ronde, d'écouter Donatella Della Porta, qui a travaillé sur ces questions de la répression du mouvement pro-palestinien en Italie et en Allemagne. Mais avant ça, on voulait faire une table ronde sur le cas de la France. Et en réalité, on n'est pas obligé d'aller voir aux quatre coins de la France pour trouver des exemples un peu concrets de cette répression-là. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ici, à Lille et dans l'agglomération, pour trouver voilà, des exemples saillants, forts un peu de cette dynamique générale. Pour ça, on a trois invités aujourd'hui. Donc, il y a Jean-Paul Delesco, qui est secrétaire général de la CGT du Nord. On a Marius de l'association Libre Palestine, qui est une association d'étudiants de l'Université de Lille. Et Ali Rani, qui est militant associatif et politique roubaisien, qui est membre de la coordination Passant. Ils vont chacun nous présenter leurs expériences qu'ils ont pu voir par rapport à ça et comment ils essayent de comprendre ces choses-là. Je te laisse tout de suite la parole, peut-être, Jean-Paul, pour... Ouais. Bonjour à toutes et toutes. Depuis un certain temps, à la CGT, particulièrement dans le Nord, on a l'habitude, à chaque début de réunion, euh, de faire un passage obligé sur le génocide en cours. Donc, je vais commencer par ça, pour que chacun ait en tête de quoi on va parler après. Au moment où nous nous réunissons aujourd'hui, un génocide est en cours en Palestine occupée. Les chiffres au 1er septembre 2025, selon les Nations Unies, sont effroyables. 156 000 blessés, 28 000 femmes et filles tuées, 45 000 enfants blessés, 365 employés de l'UNRWA tués depuis octobre, 1,9 million de personnes déplacées, 320 000 enfants de moins de 5 ans exposés à un risque de malnutrition aiguë, 658 000 enfants privés d'éducation, 2,1 millions de personnes privées d'aide humanitaire, 90% des terres agricoles devenues incultivables et 92% des habitations détruites. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une catastrophe humaine sans précédent. L'Union départementale des syndicats CGT du Nord refuse le silence, refuse la complicité. Nous affirmons notre solidarité avec le peuple palestinien et rappelons notre exigence de respect du droit international, de la dignité humaine et du droit des peuples à vivre libres et en paix. Voilà la déclaration qu'on tente de faire dans l'organisation, dans les institutions, puisqu'on a des syndicats qui sont représentés dans les CSE, voilà, dans les CTE, dans les fonctions publiques. Et donc, la CGT commence par cette introduction à chaque fois qu'on le peut, depuis le début du mois de septembre, car on ne peut pas oublier et il faut aussi rappeler, avoir le débat même. Parce que le rappel fait qu'on peut engager le débat avec nos directions et engager le débat aussi avec les autres organisations syndicales qui parfois
pour certaines, ferment les yeux depuis plus de 700 jours. Voilà. Pour l'union départementale, dès le lendemain du 7 octobre, ça veut dire le 10 octobre 2023, l'union départementale a décidé de s'adresser aux travailleurs du Nord, puisqu'on est une organisation syndicale. À partir de là, 3 jours après, on a décidé de diffuser un tract. Parce qu'on savait très bien où on allait. On savait aussi la répression qui allait se mettre en place par rapport au 7 octobre. Parce que pour nous, rien n'a commencé le 7 octobre. Et on a fait un petit rappel historique de 48. Dans ce tract, on appelait aussi nos syndicats à venir, puisque dans la semaine qui suivait, il y a Salah Mouri, un ressortissant franco-palestinien qui a passé plus de 10 ans de sa vie en plusieurs périodes, mais 10 ans de sa vie dans les geôles israéliennes, qui venait à l'union départementale pour avoir un débat avec les syndicats sur qu'est-ce que c'est que l'outil répressif israélien, les prisons israéliennes, et bien évidemment, dans le même contexte, on finissait par la libération de notre frère, Georges Ibrahim Abdallah, qui a été depuis 2023, en tout cas pour cette année, libéré et reparti parmi les siens. Ça nous a valu le 20 octobre. Il fallait trouver des responsables. Donc, le premier responsable, c'est le secrétaire général, ce qui est normal, de l'organisation. Le deuxième responsable, c'était celle qui a fait la publication, ça veut dire la salariée de l'union départementale. Et le 20 octobre, la police antiterroriste est venue frapper gentiment à ma porte à 6 heures au matin pour embarquer et la salariée et moi-même, voilà, pour un interrogatoire, pour une garde à vue. Ça nous a valu ensuite un passage donc au tribunal le 28 mars, une condamnation, puisqu'il y avait 2 chefs d'accusation. C'était apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Donc, relaxé sur incitation à la haine raciale et jugé, condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Voilà, le 18 avril est tombé le résultat. Le 18 après-midi, nous avons fait appel de la décision et nous sommes toujours en attente de l'appel à Douai. On n'a aucune. Nos avocats sont intervenus déjà au moins 2 ou 3 fois auprès du parquet et jamais eu de réponse et on est toujours en attente de l'appel de la condamnation de première instance. Donc voilà la situation. Nous, bon, voilà, c'est une situation en tout cas qui nous a jamais fait baisser les bras. On a continué, notamment avec la FPS, l'agence France-Palestine Solidarité 5962, d'appeler les samedis, d'appeler à la mobilisation, à la manifestation, mais aussi à la mobilisation. Et on a besoin, là, on vient encore cette semaine de valider un flyer qu'on va retirer et remettre à disposition de nos organisations, parce qu'il faut être honnête, hein, la CGT n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Elle n'est pas à la hauteur par rapport à ce qui se passe et par rapport au génocide. On devrait être beaucoup plus présent sur le débat avec les travailleurs dans les entreprises pour faire prendre conscience aux travailleurs que être sur les questions internationales, c'est ce qui se passe ailleurs, ça touche les travailleurs dans les entreprises en France. Et donc, on a besoin de continuer ce débat-là, même 700 jours après. On a besoin encore de continuer ce débat. Nous, on continue, on réfléchit même
vous avez la primeur. On réfléchit même peut-être à une flottille CGT dans les semaines qui viendraient. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut faire à notre niveau pour faire en sorte que on parle de la Palestine et obliger à un cessez-le-feu immédiat déjà dans un premier temps, et ensuite revenir à l'autodétermination du peuple palestinien. Parce que quand on voit, bon, on discutera sûrement de ce qui s'est passé lundi à l'ONU avec Macron, mais on ne peut pas se satisfaire de ce qui est en train de se passer, même avec la France qui appelle un État palestinien. L'autodétermination, c'est ce qui doit nous guider. C'est le peuple palestinien qui va décider pour lui-même. Et sûrement pas Israël, et sûrement pas la France. Donc, à un moment donné, il faut aussi peut-être rappeler, on va le rappeler, hein, nous, il n'y a aucun problème là-dessus, on va rappeler aux travailleurs que ça ne se fera pas sans les Palestiniens et c'est sûrement pas Israël qui va décider de qui les Palestiniens mettront à la tête de leur gouvernement. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut qu'on appuie. Alors, en même temps, on appuie ça sur une ville aujourd'hui qui est complètement rasée à Gaza. La Cisjordanie, c'est pas mieux puisqu'ils ont doublé pratiquement doublé le nombre de colons euh, en Cisjordanie. Et donc, on a besoin de continuer d'expliquer, d'avancer. Voilà. On a eu déjà maintes et maintes fois le débat sur l'Ukraine. Et là, on est sur vraiment un peuple qui est en train d'être détruit. Euh, pour vous dire quand même, hein, c'était au mois de juin. On avait pris la décision au niveau national avec la FPS, avec certaines associations palestiniennes, de faire des rassemblements devant les grandes préfectures de France et de citer l'ensemble des noms des Palestiniens qui sont disparus dans ce conflit, dans ce génocide encore. Et c'est là que vous prenez la dimension, parce que il y a des moments, il y a des listes où vous avez des familles entières, des noms, des noms entiers. 50 fois le même nom qui réapparaît dans la liste avec des prénoms différents et vous vous rendez compte que là, il n'y a plus de question de machine arrière, hein, de retour. Les familles ont disparu. Elles n'existent plus. Elles ont été rayées de la carte. Je pense que quand on prend cette dimension-là, si on a des... Parce qu'il n'y a pas besoin, je ne sais pas moi, d'être musulman. Moi, je ne suis pas musulman. Et pourtant, je prône pour cet humanisme parce qu'il y a besoin d'être présent, il y a besoin d'être révolté sur ces questions-là et on a besoin d'avancer pour que cesse ce génocide. Et donc, nous, on y met les moyens nécessaires. C'est clair que, bah oui, on a un État qui est répressif sur cette question-là, mais comme d'autres, hein. Tout à l'heure, je suis arrivé un peu en retard sur le débat précédent, mais c'est clair qu'on a un État français qui est de plus en plus répressif et donc qui utilise tous les moyens pour faire cesser les manifestations, pour faire cesser les rassemblements, jusqu'à même porter un maillot ou un drapeau. Où on a déjà vu ça, que on a des individus qui se font interpeller, musclés, hein, parce que vous avez sûrement vu les dernières vidéos qui tournent où vous avez 6 CRS ou 6 flics sur le dos d'un manifestant tout seul, qui, je veux dire, il ne fait rien de particulier, sauf que il y a il y a un drapeau palestinien avec lui, sur son épaule. Et ça suffit à avoir un État répressif, un État peut-être qui a peur, je ne sais pas. Ça, ça peut faire partie du débat aussi. Mais je pense que oui, en même temps, ils ont peur. Ils ont peur. Et justement, parce qu'ils ont peur, il faut qu'on continue et qu'on accentue la pression. Merci beaucoup, Jean-Paul. Peut-être Marius, je te laisse enchaîner. Tiens, regarde, prends le micro.
Merci beaucoup pour cette invitation. Vous m'entendez bien là? Euh, Nous, on a tout de suite accepté cette invitation, d'abord parce qu'on était aux côtés de camarades qu'on estime beaucoup, mais aussi parce que nous pensons que notre expérience, ce qu'on a vécu, ça peut être utile pour les gens qui veulent se lancer dans le militantisme, hein, parce que je vais rien apprendre à mon camarade de la CGT. Tout ce que je vais dire, il a vécu, je pense, à peu près, même possiblement en pire. Mais je pense que pour ceux qui se lancent dans le militantisme et aussi pour les chercheurs qui sont là, ça permet d'avoir un point de vue un peu réflexif sur 2 années de répression et des fois de censure. Donc notre association Libre Palestine, elle est née quand on était, nous, en L2, en deuxième année en sciences politiques. On avait 18 et 19 ans à l'époque et on ressentait vraiment voilà, l'absence de la question palestinienne dans le milieu académique et particulièrement dans notre faculté à l'île de Port de Douai. Et à vrai dire, au début, il y a vraiment eu un certain élan. On avait pu discuter avec des profs, on a eu des étudiants qui voulaient s'inscrire, etc., à l'assaut, etc. Et nous, on avait commencé avant le 7 octobre, en fait. Les gens nous ont reproché après que c'était une association, machin, proche du Hamas, etc. Enfin, des délires, quoi. Mais en fait, nous, on avait commencé en septembre, quoi. On avait commencé donc avant octobre, et c'est à partir de là que la méfiance, elle a commencé un peu à s'organiser autour de nous. Et donc, on a été dès le départ confronté à beaucoup d'obstacles. Donc, pour être à l'université, il faut qu'on soit agréé. Pour ça, on n'avait pas de problème particulier, mais le problème, c'était d'avoir une assurance, parce que c'était obligatoire. Et c'est là qu'on ressent une première forme d'inégalité, c'est que quand tu vas voir des assurances pour te faire assurer, avoir un contrat d'assurance avec eux, c'est à partir de là que tu vois qu'on te voit bizarrement. Et donc, nous, on a dû faire peut-être tout le boulevard de la Liberté, là où il y a on a dû faire peut-être 15 portes. Et à chaque fois, là, le message, c'est le même, c'est de dire, on ne fait pas ce genre d'association. Et en fait, ce genre d'association, ça veut dire les associations politiques proches des questions palestiniennes, et voire pire, alors là, je ne dis pas islamo-gauchiste ou je ne sais quoi. Pour le compte en banque, c'est pareil. Et pour le canton, bah, nous c'était rapide, on a eu de la chance. Mais c'est plutôt la même chose. Et en fait, pour convaincre un assureur, il faut que tu te justifies, que tu rassures, en fait, que tu montres que tu es un bon petit républicain. Et en fait, c'est presque l'OPJ. En face, tu dois vraiment dire nous sommes pour la solution à deux États, nous sommes des pacifistes, ce que nous faisons, c'est neutre, etc. En fait, il faut que ce soit bankable, il faut que ce soit surtout très neutre. Et, euh, et tout ce qu'on disait, c'était suspecté. Et, euh, et c'est seulement à partir de là, après, on a pu avoir une assurance, et c'est seulement à partir de là qu'on a pu commencer nos activités. La déclaration en préfecture, on n'a pas eu de souci, parce qu'en France, encore aujourd'hui, on doit déclarer, on ne doit pas demander l'autorisation. On doit juste dire je crée l'association. Donc là, on n'a pas eu de souci. Mais les choses, elles se sont corsées à partir du moment où on a fait nos premiers événements, notamment celui de Rima Hassan. Ça, c'était en février 2024. C'était pas encore la conférence annulée dont vous devez sûrement avoir déjà entendu. Non, c'était la première. Là, en plus, c'était le jour où elle avait été investie par la France insoumise pour les élections européennes, etc. Et dès la préparation de l'événement, on est face à des dispositifs sécuritaires vraiment très bizarres qui sont exclusifs à notre association. Il faut que ce soit que des gens de la faculté qui participent. Donc ça, on a réussi à batailler pour que ce ne soit pas le cas, mais ils voulaient faire ça de base. Qu'en plus, on envoie la liste des inscrits 48 heures à l'avance. Ça aussi, on a dû batailler, mais on s'est fait taper sur les doigts après. Et contrôle d'identité contrôle d'identité à l'entrée. Ils avaient même voulu interdire ma petite sœur de 12 ans parce que mon père n'avait pas ramené la carte d'identité, etc. Enfin, vraiment des choses débiles, quoi. Et, euh, et le jour de la conférence, vous avez, je ne vais pas citer son nom parce que je ne vais pas lui porter atteinte, mais le chef de la sécurité, voilà, littéralement, donc je présenterai ma scène, etc., il nous gueule dessus en disant qu'on n'a pas respecté les délais. Il dit qu'on est mal éduqué, qu'on manque d'éducation, enfin, vraiment très paternaliste, hiérarchique comme ça. Et, euh, et donc, on voit bien que ça pose problème. En fait, c'est pas de débordement, pas de propos déplacés. Et tout ce qu'on veut faire, en fait, c'est réduit au silence. Et ce type d'expérience, il a vraiment un coût. Il est d'abord moral et psychologique. Euh, et chaque étape, en fait, ça devient une bataille. Parce que pour avoir une assurance, pour avoir une salle, pour ne pas que ton événement soit annulé la veille ou voire le jour même, euh, en fait, ça tisse
une toile invisible, c'est une série de contraintes, de retards, des fois du coup d'humiliation, comme je vous disais tout à l'heure, qui visent pas seulement à encadrer, mais souvent à dissuader en fait. Et c'est là où on change vraiment de, pas de paradigme, mais d'idée en fait. Et c'est vraiment embêtant. Et encore, là, ce que je vous ai dit, c'est que la partie visible un peu de l'iceberg. Et là, je vais rentrer un peu dans le second temps parce que c'est à partir de là, à partir du moment où on a invité Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, donc là, on est le 18 avril 2024. Là, c'est en pleine campagne européenne. Donc déjà, il y a beaucoup plus de pression médiatique, etc. Vous connaissez. Et, euh, et à partir de ce moment, tout le monde s'en mêle parce que tu as le président de l'université, notre cher Bertrand, président de la région, Viet Spielbout, bref, tout ce monde-là, et en passant par Pascal Pro, et là, critique, et, ça, et même menaces de mort anonymes sur des comptes Instagram un peu étranges, etc. Et ça, surtout après que Raphaël Enthoven ait dit que notre logo niait l'existence, etc., de l'État d'Israël. Tout dans les verts aussi. Comment? Tout dans les verts aussi. Ouais. Et là, tu reçois un appel des renseignements territoriaux. Donc, déjà, ils ont ton numéro de téléphone, ils ont ton prénom, ton nom de famille, ils ont sûrement l'adresse aussi. Et c'est en fait à partir de là, vous connaissez, je pense, mais en fait, à partir de là, tu commences à douter. Parce que tu te dis, en fait, je commence à prendre des risques. En fait, tu deviens un peu parano. Et quand on n'a pas 30 ans ou 20 ans de militantisme derrière nous, c'est la première année, en fait, on stresse. C'est ça, en fait, on stresse. Et, euh, et après, côté universitaire, la pression monte. Le DIRCAB de l'université, euh, il t'appelle tous les jours avant l'événement. Il te demande les noms, les thèmes, l'introduction que tu vas dire, alors qu'on n'avait pas encore préparé. Et voilà. Et donc, tu vois que ça dépasse le simple souci logistique où là, tu pourrais comprendre que, certes, il faut encadrer l'événement pour pas qu'il y ait débordement. Non. En fait, là, euh, le président te dit qu'il reçoit des coups de fil des ministres. C'est vrai, hein, ce que je veux dire. Et qu'il envisage un petit peu d'annuler l'événement, mais qu'il tient bon, etc. Bon, il n'aura pas tenu bon. Et donc, la veille de la conférence, la nouvelle, elle tombe. Conférence annulée. Euh, donc, c'est un choc, mais en quelques heures, la France Insoumise, ils arrivent à dépêcher une nouvelle salle, etc. Bref, ça, on était un peu mis sur le côté parce qu'on bah, n'avait pas les moyens, en fait, de réagir face à ça. Et donc, voilà. Sauf que le préfet décide enfin, d'annuler, pour ne pas dire censurer la conférence, en disant qu'à cause des bombardements israéliens en Iran et d'une fête religieuse et du match du LOSC, il ne peut pas mobiliser assez de policiers pour des balivernes, quoi. Et voilà. Et donc cette séquence, elle a été vraiment un tournant pour nous, parce qu'à la censure universitaire s'ajoute la censure préfectorale, la surmédiatisation de BFM qui t'appelle, encore une fois, tu sais pas, enfin, je crois que des gens avaient envoyé mon numéro, mais qui t'appellent pour passer à Paris, prendre le train, enfin, des trucs, pour nous, carrément, on n'allait pas faire ça, quoi. Et, euh, et donc, on comprenait qu'on était vraiment pris dans un dispositif administrativo-politico-sécuritaire qui nous dépassait et qui nous entourait, nous surveillait en fait en permanence de plus en plus. Et on pourrait, après, je crois que j'ai bientôt fini, on pourrait percevoir ça, je pense, comme un peu un système un peu panoptique. Tout ce qui pouvait apparaître comme disruptif, en fait, ça devait être méprisé aussi, mais maîtrisé. On devait être éduqué, il fallait qu'on soit bien dans le bon cadre, sans jamais trop dépasser les limites, etc. Et, euh, et en fait, on était vraiment soumis à des dispositifs qui étaient particuliers et exclusifs à notre association. Ce n'étaient pas du tout les mêmes dispositifs pour les autres assos de l'université. Le but, c'était pas d'encadrer, mais de dissuader l'engagement. Et en fait, le militantisme étudiant, il était toléré seulement quand il ne risquait pas de faire vaciller l'ordre établi à l'université. Et c'est là que le décalage devient violent. En fait, quand on est des simples étudiants, on voit ce qui se passe, les massacres, le bombardement, le génocide en Palestine, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, la vérité, c'est qu'on ne peut rien faire en fait, à l'université. On ne peut rien faire du tout, à part vendre des gâteaux et récolter 150 euros en 2-3 heures, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut faire que des tables rondes et des trucs un peu comme ça, quoi. Et sinon, tout le reste, c'est découragé, entravé ou annulé. Et nous qui avions cru que l'université, ça serait un espace d'expression libre, un rempart qui nous protège
Là, je suis les républicains, hein, mais ils nous protègent des rapports sociaux à l'extérieur, etc. En fait, pas du tout. Ça ne nous protège pas du tout de l'appareillage coercitif qui est le même partout au travail, dans les assos, enfin partout en fait. Et finalement, c'était l'inverse, c'était la perpétuation des rapports de force qui étaient sécuritaires à l'encontre de la cause palestinienne. Et quand, lors d'un autre événement, le même Dirkab, je ne vais pas non plus citer son nom parce que ce n'est pas le but, mais il nous traite, après qu'un événement est un peu mal tourné un peu plus tard, d'irresponsables, de séparatistes, ou de wokistes, ou d'islamo-gauchistes, ou des choses comme ça, c'est là que tu te rends compte que là où tu penses qu'on était perçus que juste comme des étudiants un peu différents des autres, non, on était perçus comme une menace qu'il fallait encadrer et sécuriser. Et, les conséquences, elles sont concrètes. Notre assurance, il nous supprime notre contrat sans préavis. Euh, et ensuite, ils invoquent un non-respect des clauses qui ne nous avaient jamais été parvenues. Et en fait, sans assurance, tu ne peux rien faire à l'université. C'est la règle, c'est comme ça. Et quand du coup, nous, on a voulu reprendre l'année dernière sur des bonnes bases, organiser de nouvelles conférences, on nous a imposé des nouvelles conditions. Il fallait que notre logo disparaisse. Il ne fallait pas qu'on mentionne notre association. Enfin, en fait, on était complètement, on devait disparaître. Et, euh, et voilà. Et en fait, on était complètement dénaturé et on était exclus si on ne rentrait pas dans le cadre. En fait. C'était ça vraiment moi qui m'a marqué. Et la sécurité devenait tout à la fois la compétence exclusive, la finalité et la fonction de l'État. Elle était en fait sa consistance. L'État, point de vue des points de vue pour citer Bourdieu, il sanctionnait nos écarts et nous nous voyons être pris vraiment dans ce que Foucault il nomme, vous savez, l'État sécuritaire. Et en fait, à la sécurité juridique se substituait la sécurité policière. Voilà. Et pour finir, une petite dernière phrase, en fait, le militantisme en faveur de la cause palestinienne, en fait, il ne peut être que sacrificiel. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Et ça, tu le remarques au bout de 2 semaines de militantisme, en fait. Et c'est de la punition corporelle, étatique, pour tous ceux qui l'apportent, en fait. Et c'est du chantage au fichage, c'est de la punition professionnelle, vous connaissez ça mieux que moi. Et, euh, et voilà. Et en fait, en plus, on te fait comprendre que tu peux risquer des sanctions disciplinaires pour ta licence, pour ton master. Et, euh, et donc voilà. Et donc j'en profite pour vous dire que vous avez tout notre soutien et que vous êtes un peu l'honneur de la cause palestinienne, en tout cas en France, depuis quelques temps maintenant. Voilà. Rien à dire, moi. Non, sérieusement, je vais vous faire un voyage dans le temps et l'espace pour vous rassurer et saluer nos camarades de la CGT et puis remercier Antonio et Julien d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Et c'est vrai qu'on vit un drôle de moment là. C'est Fassin qui parle d'une étrange défaite. Moi, je parlerai de notre faillite morale sur cette question, en fait. Parce que à l'intérieur de nous, et plus particulièrement à l'intérieur de moi, c'est le feu, en fait. Et c'est pas depuis le 7 octobre. Euh, une pensée particulière aux victimes de génocide qui a la particularité d'être en live. Moi, je supporte plus les vidéos, les trucs, je peux plus. Pour le peu de correspondants qu'on a encore avec nos amis, nos frères palestiniens, je sais pas, j'ai plus les mots pour qualifier, en fait, tellement ça me révolte. Je vais vous parler de la question palestinienne et puis du point Godwin. Vous savez, quand on qualifie quelqu'un d'antisémite, c'est que c'est fini, il n'y a plus rien. Avant d'être traité d'antisémite, on était traité d'islamiste, d'islamo-gauchiste, de pseudo-terroriste, de communautariste. La liste est longue, je m'arrêterai là. Et la méthode, elle est simple. C'est discréditer, disqualifier, insulter, discriminer pour vous criminaliser. Moi, si je me suis retrouvé engagé sur la question palestinienne à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre, c'est que je me suis retrouvé dans une campagne, 1986, j'avais 15 ans, euh, engagé dans un truc qui s'appelait le boycott. Je ne sais même pas ce que c'était en vérité. Et on me dit, ouais, il faut boycotter les oranges venus d'Afrique du Sud. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils sont bonnes les oranges d'Afrique du Sud.
pas aussi bonnes que les oranges du Portugal, mais elles sont bonnes. Et on nous a expliqué qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Madiba Nelson, ceux qui ne le connaissent pas, qui était en prison et qui avait un système qui s'appelait l'apartheid. Un des rares systèmes coloniaux violents. Et là aussi, c'est en direct, parce que j'ai des images qui sont restées dans mon cerveau de gamin que j'étais à l'époque, de chiens qui attaquaient des gamins dans le ghetto de Soweto, de Sud-Africains qui se faisaient tirer comme des lapins. Et cette image-là, elle est revenue après, mais bon, c'est dans ce contexte-là que je me retrouve engagé. Et puis bon, l'histoire familiale faisant ce qu'elle est, nous sommes aussi les héritiers d'une lutte, fils de colonisés d'Algérie. Mon père est arrivé en France en 1962, il avait 32 ans, il a vécu 32 ans sur le joug colonial. Il s'est longtemps tu, il nous a parlé très tard. Et il y a un parallèle, en fait, comme le fait mon ami Alain Grèche, entre la colonisation violente de peuplement qui a été la guerre, l'occupation d'Algérie et l'occupation de la Palestine. Il ne faut pas tout mélanger. Là. Si, il y a quelque chose de cet ordre-là, de colonie de peuplement. Et donc, je me retrouve très vite, moi, dans des mouvements voilà, militants. Je ne sais pas ce que c'était, moi, des jeunesses communistes. On n'avait pas cette conscience tout de suite politique. Et puis, je me retrouve très vite avec les jeunesses ouvrières chrétiennes. Et puis, un curé qui nous conscientise un petit peu sur les questions locales, nationales, internationales. Bref, je me retrouve engagé sur la question palestinienne. Et puis, j'ai, comme un certain nombre d'entre vous, pour les gens qui ont plus de 20 ans, le discours de Yasser Arafat à Alger en 1988. C'est un an après la première intifada. Et la première intifada, elle était aussi filmée, contrairement à d'autres. Donc, déclaration officielle de la création d'État palestinien en octobre 88 ou en novembre, pardon, à Alger. Et s'en suivent toute une série de questions de mobilisation sur la Palestine qui va faire de mon engagement de jeune étudiant, de jeune militant associatif, de jeunes engagés dans la vie de mon quartier d'abord, parce que on est dans une époque, Hamza me rappelait la triste période des années noires où l'héroïne nous est tombée dessus dans nos quartiers populaires. Et moi, je me retrouve très vite engagé sur cette question de la lutte contre la toxicomanie, de la lutte contre le racisme, de la lutte contre les violences policières, enfin bref, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes devenus. Et ce qui a fait de moi un travailleur social, un éducateur spécialisé. Et la question palestinienne, elle a toujours été en filigrane. Je me souviens d'une rencontre dans les locaux de l'association Jules Guesde en 1993 où on avait mis une grande affiche pour la libération du peuple palestinien et les financeurs nous avaient demandé à l'époque déjà, pour vous dire, il fallait enlever l'affiche. Je sais pourquoi vous voulez enlever l'affiche. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez enlever l'affiche. Ouais, mais si vous voulez des subventions, vous enlèverez l'affiche. On n'enlèvera pas l'affiche, monsieur. Gardez vos subventions. On a eu la subvention. Il n'y avait pas de CER à l'époque. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'un certain nombre ont découvert malheureusement la question palestinienne le 7 octobre. Je suis désolé. Ce qui m'insupporte aussi dans ce sujet, c'est l'instrumentalisation de la question. Parce que la question palestinienne ne démarre pas le 7 octobre. C'est-à-dire Intifada 1, Intifada 2. J'ai retrouvé dans mes archives un papier que j'ai écrit pour le journal de la Fédération des associations de jeunesse. J'avais 25 ans. Et je qualifie l'État d'Israël d'État terroriste. C'est dans le journal de la Fédération des associations de jeunesse. Il y a une opération qui s'appelait l'opération Raisin de la colère. Il donne toujours des noms de livres. C'est tapé là. Et c'était Shimon Peres, prix Nobel de la paix, qui avait bombardé Gaza, des centaines et des milliers de morts. Aucune réaction. L'impunité de la colonisation, l'impunité, la violence de cet État, il date depuis 1948. On n'a rien inventé. C'est ça qui est terrible pour la mémoire collective de notre pays. Il s'assoit sur toutes les résolutions de l'ONU. Il ne respecte aucun droit. Il ne respecte rien ni personne. C'est d'une violence sans nom. Et ça fait 75 ans que ça dure. Donc, il faut bien mettre ça au fond de notre cerveau. Et on continue malgré tout à se battre sur la question palestinienne. On essaie d'avoir ce qu'on a comme échange avec nos amis de Palestine. Et puis très vite, quand on a la chance d'avoir des élus dans une municipalité, ça sert parfois
on a des élus qui font venir des jeunes Palestiniens à Roubaix. On est en 2002. Et là aussi, c'est tout simple. On fait venir des gamins de Palestine pour un tournoi de football du mondial poussin organisé par Omnisport et Culture à Roubaix. Pour un tournoi de foot. Ah, rien. Tournoi de foot, quoi. Pas en train de préparer le djihad. Hein. Tournoi de foot. La presse locale s'empare de ça parce que l'élu de l'époque a le malheur de finir sa phrase avec Inch'Allah. Même Enrico, il chante Inch'Allah. Et là, ça s'emballe tout de suite. Une délégation palestinienne, un Inch'Allah qui se transforme, attendez-vous, bien sûr, en Inch'Allah rageur, forcément. L'arabe est fourbe, il est violent, il a le couteau entre les dents. Et là, ça s'emballe très, très vite sur la question pourquoi des enfants palestiniens pourquoi, c'est assez violent. Et le contexte international, il est ce qu'il est. On est après le 11 septembre, c'est la guerre en Irak. Et nous, on se dit, bon, il faut faire quelque chose, on va essayer de conscientiser parce que la question de l'antisémitisme est une véritable question. C'est un cancer dans notre société. C'est un cancer dans les sociétés européennes. Nous n'y sommes pour rien. Nous ne sommes pas les héritiers de Goebbels. Nous ne sommes pas les héritiers de Pétain. Nous n'avons rien à voir avec les antisémites de l'extrême droite. Quand bien même il y a des discours antisémites, il y a des gens qui peuvent avoir des propos antisémites. Mais l'antisémitisme est un cancer, comme le racisme est un cancer, comme l'islamophobie est un cancer. Tous ces racismes, quels qu'ils soient, alors on est obligé. Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme? C'est tellement naturel chez nous que. Et moi, je découvre un monsieur qui s'appelle Michel Warszawski, lors des rencontres du Forum social européen à Saint-Denis, à Gênes, en voyageant un petit peu dans les milieux altermondialistes. Et il nous propose de venir, bien entendu, de l'autre côté de la rivière, mais bon, pour des raisons XY, on ne peut pas y aller. Et on fait une tournée avec Michel Warszawski, Laïla Chaïd, à qui il faut rendre un honneur particulier, qui a été la déléguée générale de la Palestine en France pendant longtemps, et mon cher ami Dominique Vidal du Monde diplomatique. Et on fait une tournée comme ça dans toute la France, et il passe bien entendu par Roubaix, où on organise des rencontres en petits comités, des conférences, des émissions radio, enfin bref, on fait ce qu'on sait faire comme on fait habituellement. Et dans l'année qui suit, on continue à faire des événements et des conférences sur la Palestine parce que c'est un sujet qui nous est cher. Et on se retrouve dans la presse locale, insulté d'antisémites. Nous sommes en 2006. Je travaille dans une mairie de droite, ça arrive, comme assistant, ouais, ça arrive. Et là, la tempête, elle est méchante. Parce que là, c'est quand ils veulent vous taper, ils tapent où? Là, dans l'estomac. S'ils peuvent vous faire perdre votre boulot, ils vous font perdre votre boulot. Je vous passe les détails sur les insultes, je veux dire, c'est derrière moi. Mais c'est vrai, quand on est jeune, c'est un peu. Alors, les convocations des RG, de la direction territoriale, la DST, tralali, tralala, je passe là-dessus parce que voilà, ça fait partie du game. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils nous donnent du gasoil en nous faisant des trucs pareils. C'est qu'on est dans le vrai. Nous, on se bat pour quoi? On se bat pour l'égalité, pour la justice, pour le droit international, contre le racisme, contre les injustices, contre la violence. Et donc là, l'article est publié, et j'ai un copain qui est avocat, qui est à la retraite, qui aime bien, Maître Brochen, père, qui est à Roubaix à l'époque. Je vais voir, Monsieur Brochen, il me traite d'antisémite. Et il me dit, Monsieur Rani, est-ce que vous êtes antisémite? Je me dis, ça va pas, non, pour me poser cette question, je ne suis pas antisémite, moi. Et il me dit, bah, on va les condamner. Je n'ai pas l'habitude, moi, de faire des procès. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Donc, on fait un procès à la presse locale, Nord-Éclair Voix du Nord, en l'occurrence, et on gagne. Waouh! Bon, ils ont des sous, ils ont des avocats. Appel, Douai. On va à Douai. C'est loin, hein. Prendre le train, tout ça. Donc, ça à faire, moi, dans ma vie, je travaille. On gagne. Après, Maître Brochen nous convoque. Sur Annie, ça ne va pas, il faut qu'on aille à la Cour de cassation. Quoi, la Cour de cassation? Je ne sais pas, moi. Ah, je dis, vous allez nous défendre. Ah non, 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 je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas nous défendre. Vous nous avez défendu jusqu'à présent. Ah ouais, mais il faut un avocat spécialisé qui est attribué à la Cour de cassation. Nanana. J'avais un avocat, j'avais mon trésorier avec moi qui est un Kabyle qui compte ses sous. Combien?
Ah ouais, c'est vrai, il faut payer. Bon, lui, ça va, c'est pas un problème, mais on dit, ah ouais, mais là, il faudra payer, et c'est pas gratuit. 5000 boules. Donc, il faut sortir 5000 balles. On les a sortis. C'est pas un problème. On gagne. Content? Donc, publication, dans la presse, La Voix du Nord, Nord-Éclair. Normalement, pas besoin de demander. Voilà, c'est comme ça. 2 ans. 2 ans. Huissier, courrier recommandé, blablabla, tralali, tralala. Moi, je me suis fait de notre gueule. Je vais mettre au prochain. Mais si c'était nous qui avons été. On aurait dû payer tout de suite. Alors, la douille, elle est méchante parce que 10 000 euros d'amende pour Marie-Claire, 10 000 euros d'amende pour l'auteur, 3 000 euros de remboursement de frais pour notre avocat de la Cour de casse, donc ça va. Mais les conséquences, je vous raconte ça. Bon, la Voix du Nord, Nord-Éclair, j'ai payé très, très cher. Très, très cher. Pendant longtemps jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des journalistes comme ça, quand ils vous ont dans la ligne de mire, ils vous aiment bien. Et entre deux, bien entendu, valeurs actuelles, les verts, les islamistes, Aroubé, tralali, tralala, les communautaristes, parce qu'on a la bonne idée, bien entendu, de se présenter aux élections, et éventuellement de gagner des fois, de faire des scores et de ci, de ça. La vie citoyenne et militante. Tout ça pour vous dire quoi, en fait, que quand on s'engage sur un sujet ou sur une question, en l'occurrence la question palestinienne, pour nous, c'est une question universelle, en fait. C'est une question de droit, c'est une question de justice, c'est une question de paix, c'est une question de dignité aussi. Parce que souvent, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Palestiniens qui me disaient, je dis, bah, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de vendre des gâteaux et d'envoyer de l'argent comme on peut le faire. Ils me disaient en arabe, Insanik, votre langue. Qu'est-ce que la ma langue? Tu me racontes, je ne suis pas français. Non, parlez, parlez, ouvrez-la, ouvrez votre bouche. Au moins, ouvrez votre bouche. On ne vous demande rien. Donc, si on se tait, si on la ferme là-dessus, moi, je ne peux plus me regarder dans une glace. Et depuis longtemps. Donc, le 7 octobre est arrivé, malheureusement. Mais ce qui se passe depuis, il n'y a rien de neuf sur le soleil. C'est-à-dire, être pro-palestinien est forcément être antisémite. Être antisioniste est forcément être antisémite. Le sionisme est une maladie. Le sionisme est un colonialisme violent. Le sionisme est une idéologie politique violente. Le sionisme est politique, il n'est pas religieux. Faut-il le rappeler? Les pères fondateurs du sionisme, je vous le rappelle, n'ont rien de religieux, absolument rien de religieux. Ils croyaient en rien, Théodore Herzl, mais ils disaient rendez-vous l'année prochaine à Jérusalem. Il y a après un sionisme qui s'est développé, le sionisme religieux d'extrême droite, et là on a affaire à des mecs, c'est l'Armageddon, quoi. C'est la fin du monde. Les mecs qui sont en train de se faire un film, et le film, il se déroule sous nos yeux. Rendez-vous au paradis pour eux, ou en enfer, je souhaite. Donc, c'est une question qui va durer. Et la question de l'antisémitisme, il ne faut pas l'évacuer non plus en disant non, non, mais ce n'est pas un sujet. C'est un véritable sujet, en fait. Et comme j'ai commencé par Mandela, je finirai avec Mandela. Nelson Mandela nous disait, nous savons trop bien que notre liberté est incomplète sans la liberté du peuple palestinien. Merci. Merci beaucoup à vous trois pour ces présentations. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions. Pas du tout à ajouter un témoignage juste. Une petite parenthèse, donc moi je suis adjointe au maire à la ville de Grenoble. On est jumelé, la ville de Grenoble, avec le Bethléem en Cisjordanie. J'ai eu l'honneur de pouvoir aller pendant ce mandat voir évidemment avant le 7 octobre et en Cisjordanie comment étaient traités les Palestiniens. C'est un séjour qui m'a marqué profondément, et je pense pour toute ma vie. Avec un camp de réfugiés qui est là depuis 16 ans. Hein.
c'est pas un camp de réfugiés de quelques mois, qui est au bord du mur de la honte, et avec des soldats israéliens qui s'amusent à tirer sur les enfants du camp. Et par jour, on a tiré comme ça sur le nombre de morts, pour voir par mois combien on a de morts dans ce camp de réfugiés. Après, ça sert à rien que j'en ajoute des couches. Juste le témoignage juste que je voulais ajouter, c'est qu'on n'a pas pu y aller depuis le 7 octobre, bien évidemment. La coopération s'est arrêtée. On n'a pas du tout traversé Israël pour pouvoir aller en Palestine. C'était trop dangereux pour un élu de la République d'aller en Palestine. Donc, même passer par un autre pays, c'était pas possible. Et je pense que vous voyez à peu près, cette année, on a voulu y aller avec plutôt une délégation officielle d'élus. Les premiers 15 jours avant se sont fait refouler la veille, puisque maintenant, depuis le 1er janvier, pour atterrir à Tel Aviv, il faut avoir une autorisation d'atterrir à Tel Aviv. Donc, les sénateurs et députés se sont fait recaler. Nous, on a essayé de passer 15 jours après, puisqu'on a eu l'autorisation d'atterrir pour pouvoir aller en Palestine. Et 24 heures avant le départ, on nous a interdit d'atterrir à Tel Aviv. Donc, voilà, on n'a pas pu y aller non plus. Et ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis élu de la République, même si on verra demain matin, ça impose plein d'autres choses. Et maintenant, je suis fichée avec mon collègue Emmanuel Carros qui a voulu, qui devait partir avec moi, qui est aux relations internationales. On est fiché en tant que terroriste pro-palestinien, terroriste palestinien. On a des cartes qui sont affichées maintenant dans certains médias avec nos têtes en disant qu'on est des terroristes. On n'a évidemment plus le droit d'atterrir en Israël pendant au moins 5 ans. Ça ne va pas beaucoup me déranger, je vous rassure. Ça veut également dire que je ne peux pas retourner en Palestine parce qu'il y a tellement d'armées israéliennes que je ne peux pas être non plus dans ce territoire-là. Et en discutant il y a peu de temps avec le maire, donc cette interdiction pour Israël était valable pour les États-Unis également. Donc, pendant 5 ans, pour l'instant 5 ans, mais je pense qu'en vrai, je suis fiché contre Donald Trump. Et voilà les conséquences juste d'un déplacement avec une coopération d'une ville à une autre pour rien aller faire, à part un soutien à ces gens qui sont là-bas. Parce qu'en fait, nous, notre déplacement, c'était juste leur dire, en fait, on ne vous oublie pas, parce qu'en fait, on ne sait faire que ça. Juste de leur communiquer qu'on ne les oublie pas. Donc, on n'a pas pu y aller, mais en plus, on a des répercussions. Alors, évidemment, sur nos communes, ça, on s'en prend tous les jours. On est aussi islamo-gauchistes, antisémites, etc. Mais bon, ça, voilà. Mais dans nos vies, finalement, personnelles, il faut qu'on est fichés comme terroristes pour plusieurs pays. Je crois que les États-Unis, c'est ce qu'est d'Israël, mais à mon avis, sur d'autres pays aussi. Voilà, je voulais juste compléter pour dire qu'il y avait aussi, voilà, voilà, qu'on était aussi concernés en tant qu'élus voilà, représentants du peuple légal. C'est Abdelwahab Zawi. Alors, moi, je voulais d'abord faire une remarque, puisque il y a quelques années, j'ai terminé moi, à travailler sur des questions justement de solidarité avec les établissements scolaires palestiniens, à Jérusalem notamment. Et je me souviens qu'à cette époque-là, les financements que nous obtenions pour les faire venir venaient du ministère des Affaires étrangères. Donc, je pense que la chance aujourd'hui que les choses ont complètement changé. Mais alors, j'avais une question également. Donc, je suis un certain nombre d'enseignants-chercheurs et je sais que depuis très longtemps, les enseignants-chercheurs travaillent avec des universités palestiniennes. Donc, depuis le 7 octobre, donc moi, c'est vraiment une question que je me pose. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez toujours cette facilité de travailler avec ces universités, de pouvoir faire venir un certain nombre de doctorants, de travailler avec des enseignants-chercheurs palestiniens, ou est-ce qu'aujourd'hui, les services de l'État, comme on peut le voir dans un certain nombre d'autres secteurs, donc ce que vous avez pu développer, donc
Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on commence à vous faire des entraves, des interventions, etc. On n'entend pas, monsieur. Si, si. Oui, C'est bien comme ça? yes. Merci d'avoir venu, d'avoir partagé votre témoignage. Et pareil, bien sûr. Et j'ai une question sur la reconnaissance de l'État palestinien par la France récemment. En tant qu'un milieu associatif et en tant que NGOs, on peut dire en France, c'est quoi le mouvement maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer cette étape? Parce qu'on est d'accord que dans un manière, c'est plutôt aussi pour un action politique. Et pour la politique, on ne sait pas comment on va gérer, donc à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une question à vous poser, un témoignage. Depuis le 7 octobre, de l'eau a coulé sous il y a aussi du sang qui a il y a dans la culture mainstream, c'est cool d'être pro-palestinien aujourd'hui. Je suis impressionné par le nombre de personnes qui se disent vite, vite, mais chez nous, être du bon côté de l'histoire, parce que forcément, dans les livres d'histoire, on va raconter ce qui s'est passé. Et je vois dans les médias, dans la culture, des gens qui se réveillent et qui disent ah ouais, moi aussi, je suis contre. Ça me rappelle la réaction de la reine Elisabeth quand elle raconte l'histoire tournée de l'Afrique du Sud en Angleterre, et des gens qui se sont dit il faut vraiment qu'on se dépêche parce que là, il y a le monde entier sauf nous. C'est pour ça que je ne peux pas raconter. Je le disais pour mon collègue de la CGT, je remercie Ali pour son témoignage. La France n'est pas à l'avant-garde, c'est le 147e pays dans le monde. Ça, c'était ma question. Ça vous fait quoi, vous, aujourd'hui, vous qui avez fait garde à vue? Et j'étais au commissariat, j'étais devant le commissariat de garde à vue. Je crois que c'était mon collègue. Ça fait quoi de voir que finalement, il y a plein de gens qui veulent se mettre. Et après, je rejoins Ali. Avec un copain et une copine, on a fait une dinguerie il y a pas longtemps. On a fait un tour d'Europe sur la Shoah avec des élèves. On a pris une camionnette et on a fait étudier la Shoah pendant les bombardements de Gaza. Il y a des gens qui veulent absolument cloisonner idéologiquement le fait de dire je suis pro-palestinien, alors je vais faire un début de négationnisme et d'antisémitisme. Il y a des gens qui vont sanctuariser la Shoah et qui n'auront ni radio ni télé sur septembre 2025. Et je me dis que moi, la Shoah, c'est un événement qui a profondément marqué le XXe siècle, qui est constitué de notre identité, parce qu'on a mis des gens dans des usines pour les tuer parce qu'ils étaient juifs, ou homosexuels, ou roms, ou polonais, mais qu'il y a bien plusieurs millions de personnes qui sont mortes parce qu'elles étaient noires. Et que je rejoins Ali sur le fait qu'on a quand même une responsabilité en tant que personne en Europe de se dire que cette histoire-là, elle ne peut pas être bâclée en 2 heures devant des gamins. L'histoire de la Shoah, c'est une histoire extrêmement importante. Extrêmement importante. Et les profs qui la bâclent, les profs qui ne la regardent pas, eh bien, il faut penser aux gens qui ne regardent pas Gaza. Donc, nous, on a pris une camionnette, on a loué une camionnette sur le bon coin. Alors, les gens nous ont regardé comme ça, on l'a pas médiatisé. On a pris des élèves sur volontariat, sur les vacances, et on a fait le tour complet de l'Europe. C'est-à-dire qu'on est parti de l'île Sud, porte des postes. Hein, on n'a pas fait la presse, porte des postes, et on a des témoins et des vidéos pour ça, parce que ça paraît tellement Netflix, ça finira dans une BD. On a pris des gamins de culture musulmane, mais pas seulement, mais de culture musulmane. Pendant que ça bombardait, donc c'était après le 7 octobre, on a juste pris l'école à Skolovitch qui peut être témoin. Peut-être une certaine prof complètement filée. Ils prennent une canette, il y a des parents qui disent est-ce que vous êtes au service de qui? Est-ce qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, etc. On a fait porte des postes, Bruxelles, Munich, Nuremberg, Prague, Cracovie, Auschwitz, Lodz, pour ceux qui connaissent, Łódź, on est remonté à Potsdam, Berlin, on a les photos, les textes, etc. Et pendant tout le voyage, on a fait un travail sur la Shoah parce qu'on est enseignant et qu'il ne faut pas le rappeler, que c'est constitutif de l'histoire européenne. Et en même temps, on a parlé de ce qui se passait à Gaza, sans concurrence, sans idéologie, d'un point de vue scientifique. Et je vous dis ma question du début, ça fait quoi d'être aujourd'hui, c'est cool d'être pro-palestinien.
Merci pour votre témoignage et merci. Copain. Ce que je vois, c'est qu'en fait, dans les quelques tentatives de résistance aussi, pour que les mots et témoigner comme c'est le faire ou continuer à le faire, il y a notamment les travailleurs et travailleuses qui, parfois, dans certains lieux, par exemple, je pense au Docker à Marseille ou à Gênes, et je pense aussi aux manutentionnaires à l'aéroport de Bruxelles, qui ont empêché, en fait, la livraison de charbon, d'armes, de ce que c'est être de supposants, de munitions, parce que la France continue à rentrer tranquillement avec les composants. Ça va fabriquer des bombes qui tuent aujourd'hui en Palestine. C'est quoi le positionnement aujourd'hui en fait du syndicat et d'un syndicat de travailleurs sur cette capacité-là et sur le boycott à la consommation, mais aussi le boycott à la production, parce que la production c'est un élément essentiel aussi aujourd'hui, notamment en matière logistique, de communication et d'armement pour entretenir la machine de guerre. Peut-être qu'on peut, ouais, peut-être une dernière question là. Moi, j'en profite du temps que le micro arrive pour en poser une question un peu à vous trois, savoir si la répression que vous avez subie, ça vous a aussi amené à faire des alliances. Est-ce que vous croisez tous les trois vos organisations? Est-ce que ça vous a rapproché d'autres? Voilà, nous, on voit que c'est souvent ce qui peut sortir de bénéfique en fait de ces situations de répression, c'est que on resserre les liens, on serre les coudes et qu'on donc voilà, c'est une question pour vous trois. Peut-être dernière question et Dans ce sens-là, donc, pour revenir ensuite, je suis en parlementaire de Strasbourg, en charge de la démocratie locale, et en fait, on est dans vos témoignages, mais aussi celui de ma collègue Annabelle juste derrière. En fait, et le titre du sujet étant justement la criminalisation des mobilisations pro-Palestine. Et en fait, je m'aperçois, quand on s'écoute, il s'agit d'une criminalisation des luttes contre les discriminations. On peut l'avoir là, du coup, sur une discrimination flagrante, mais qui est très bien posée, que c'est du génocide peuple palestinien. On l'a aussi, et ça fait un peu écho aux discussions de ce matin, à toutes les associations qui se sont mobilisées en matière d'écologie, de protection de l'environnement. En fait, on l'a sur toutes les luttes écologico-sociales, toutes les luttes qui sont des luttes contre des discriminations et contre une forme d'oppression du système envers différentes minorités. Et du coup, on s'aperçoit que, alors je trouve que les collectivités, bah, nous, quand on a projeté au moment de la reconnaissance de l'État palestinien par le président Macron, quand on a projeté les couleurs du drapeau palestinien sur l'hôtel de ville, dans la journée avant que ce soit fait, on avait un référé de la préfecture devant le tribunal administratif pour nous en empêcher. Voilà. Donc, bah, finalement, il y a aussi une forme de militance de la part des collectivités qui tiennent bon. Il y a les militances que vous avez présentées. Et finalement, il y a différentes actions pour lesquelles on se fait petit à petit criminaliser. Donc, quel est notre moyen d'action collective à travers nos différents rôles, nos différentes missions, nos différentes réalités, qu'elles soient aussi universitaires. Quand je veux dire, on est dans un cadre aussi aujourd'hui universitaire. C'est quoi le rôle des sociologues en la matière ou du monde universitaire de manière générale? Et comment on retrouve ces tout autour de ces buts dans un objectif commun? Voilà. Quels sont nos liens? Merci beaucoup. vous pouvez y aller peut-être dans l'ordre que vous souhaitez. Ça, c'est Tony. Non, je vais merci. Peut-être. Alors, beaucoup de questions en même temps. Moi, je ne suis pas habitué. Hein, je vous le dis tout de suite. Même au commissariat. C'est vrai, même au commissariat. Trop de questions qui se passent. Je ne savais même pas au début que je pouvais faire une pause. Non, soit tu réponds à toutes les questions, soit tu réponds à rien. C'est ça quand tu es. Garder le silence. Ou alors tu fais une déclaration. Je ne savais pas ça. Je l'ai appris ce jour-là. Donc j'ai fait une déclaration. Comme j'ai fait au tribunal aussi, parce que
quand vous êtes attaqué directement au tribunal par ceux qui vous accusent, parce qu'il n'y a pas que l'État, hein. Il y avait aussi des associations juives d'Europe, de France, et le troisième, c'était de Lille. Donc, ils veulent vous emmener dans les pièges. Donc, euh, la solution, c'était plutôt de répondre à une déclaration pour pas non plus sortir, parce qu'on connaît, hein, on sait comment ça se passe. Pour donner le Hamas. Ouais, voilà, une des premières, c'est ça. Hein. Et donc, pour répondre, oui, dans l'organisation, il n'y a pas que l'UD du Nord. Hein. On a des camarades des Ports et Doc, surtout de Fos, mais aussi du Havre, qui sont intervenus sur des bateaux. Alors, c'est assez compliqué quand même. C'est très compliqué, non pas pour l'intervention, parce que le rapport de force, on connaît, on sait comment le mettre en place, mais de connaître le contenu des bateaux, des marchandises. Et vous savez très bien que le capital, parce que derrière, c'est aussi ça, hein, la vente d'armes, on est quand même le deuxième pays au monde, derrière les États-Unis. Bien derrière, mais on est quand même le deuxième. Hein. Donc, il y a tout intérêt, Macron qui part en guerre, hein, a tout intérêt de continuer sur ce terrain-là, le temps qu'on lui obligera pas à autre chose, pour vendre ses armes. Donc, dès qu'on le sait, les camarades. D'abord, il y a eu une réunion, je crois, cette semaine à Gênes, des ports, des différents ports, parce qu'on a aussi nos camarades du PAME en Grèce qui, sur ces questions-là, sont aussi présents. Et donc, on voit, ils ont fait une réunion cette semaine pour voir comment ils pouvaient intervenir rapidement, rien que sur la flottille qui est en route, puisqu'ils ont été bombardés la nuit dernière, voir comment on peut intervenir dans le rapport de force. Parce que, alors en même temps, je vais répondre à d'autres, sûrement, pour gagner, il suffit d'avoir le rapport de force. Hein. Je veux dire, à un moment donné, chacun dans son coin, on ne gagnera pas comme ça. Hein. Ce qui est intéressant dans la table ronde d'aujourd'hui, c'est de prendre les contacts, les connaissances, parce qu'honnêtement, on ne s'était jamais rencontrés, et de voir un petit peu, d'échanger. C'est ça qui va faire notre force. Nous, on passe par la FPS. On est adhérent à FPS. C'est pour ça que j'ai commencé là-dessus. Parce que nous, notre lien, c'est la FPS. Et donc, en étant adhérent à la FPS, on est aussi adhérent à BDS. Boycott des investissements, contre les investissements. Donc, voilà, nous, c'est d'une logique. Mais quand je dis que c'est d'une logique, j'ai quand même fait mon autocritique tout à l'heure. Hein. C'est que ce n'est pas parce que c'est une logique dans l'organisation que c'est une logique dans toute la tête de nos syndiqués. Et donc, il faut qu'on continue en même temps à travailler dans l'organisation avec les travailleurs, avec nos syndiqués et les travailleurs dans les entreprises. On pense particulièrement au syndicat CGT de chez Thales. On pense particulièrement au syndicat CGT de Dassault. Voilà, on a besoin aussi en interne de faire prendre conscience que notre rôle, ce n'est pas de créer des obus. On peut utiliser ces usines pour répondre aux besoins des populations et des travailleurs. On peut transformer l'outil. Voilà, il y a toute une réflexion qui est faite dans l'organisation, qui est parfois visible, comme quand l'UD du Nord a le fait un tract, comme quand nos valeureux camarades de Fos interviennent directement sur un bateau, sur des containers. Et puis, il y a aussi le travail invisible dans l'organisation pour faire en sorte que déjà toute l'organisation soit au rendez-vous. Aujourd'hui, toute l'organisation n'est pas au rendez-vous. Hein. Ou sinon, on aurait des appels confédéralisés tous les samedis. Hein. Là, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, on a encore beaucoup de chemin en interne sur cette organisation-là, de débat. Voilà, ça avance. Ça avance, mais en tout cas pour nous, pas suffisamment rapidement. Et on l'avait écrit au mois de juillet à l'UD. On avait fait un tract pour ouvrir aussi sur la rentrée sociale, puisque nous, dès le 5 août, on a appelé au 10. Hein, ce qui a permis aussi peut-être que dans l'organisation,
ça a mis un coup de fouet pour que la CGT appelle aussi au 10. Mais voilà, on a besoin de continuer là-dessus. On avait appelé aussi les travailleurs parce qu'à un moment donné, je pense que, et nous pensons à l'UD du Nord, que pour imposer la paix, elle ne sera pas, on ne pourra pas l'imposer sans la grève. Parce qu'il va falloir obliger ce capitalisme à baisser les armes. Et donc, on a un rôle à jouer. Voilà, on a un rôle à jouer de pierres qui sont mises les unes à côté des autres. Nous, on représente le monde du travail et on est dans les entreprises. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'appuyer où on peut appuyer, c'est-à-dire la grève, pour imposer la paix dans le monde, et plus particulièrement contre le génocide à Gaza. C'était notre dernier communiqué du mois de juillet pour préparer nos syndicats à la riposte et à la rentrée sociale de septembre. Après, j'ai peut-être oublié, je sais pas, il y avait plusieurs questions. Après, voilà, pas étonné que ce qu'ils veulent, c'est exterminer sans que personne ne puisse, comment on disait tout à l'heure, informer. Mais oui, c'est normal qu'ils ferment les frontières, ils interdisent à des élus de la République d'aller en Cisjordanie. Je veux dire, ça, c'est pas surprenant. Et que ceux qui veulent relever la tête finalement dans ce contexte et qui décident quand même de dire, bah, on va essayer quand même de y aller, ils soient fichés. Voilà, aujourd'hui, c'est la tendance. Aujourd'hui, l'extrême droite passe pour le bon parti politique. Il est plus antisémite, lui. Hein. Lui et nous qui demandons un cessez-le-feu immédiat et qu'on demande que la terre palestinienne revienne aux Palestiniens, on est les antisémites. Voilà, voilà. Bon, ça, j'ai envie de dire, en plus, ils ont 90% des chaînes pour pouvoir nous le dire tous les jours, pour pouvoir travailler la conscience idéologique des travailleurs et de la population. On voit CNews, par exemple, lundi soir, CNews, le déballage de CNews, c'est une horreur. C'est une horreur infinie. Ils sont revenus sur 62, ils sont revenus sur tout. Hein. Pour la mare, il était Ah, pour la mare. ouais, enfin bref, je ne peux pas dire ce que je pense devant tout le monde. N'oubliez pas que je passe en appel. Je vais me calmer. Mais voilà quoi. On sait tout ça, les Enrico Macias, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gros groupes financiers. Il y a des banques. Il y a voilà, un certain nombre de marques qui partent Optical Center. Putain, qu'ils offrent des lunettes, Pour mieux viser. Voilà, quoi. Il y a un ensemble d'éléments, un ensemble de. Il faut qu'on continue à. Parce que les 729, par exemple, simplement, le début d'un code barre 729, c'est un produit israélien. Il y a quelques éléments comme ça qu'on peut vite faire des autocollants boycott qu'on pourrait très bien, en allant faire nos courses, dès qu'on voit un produit israélien, clac, 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 on en met 10, on va de l'autre côté. Ça mange quoi ça, je veux dire, ça nous prend 10 secondes de notre vie et ça marche. Et ça marche parce que derrière, il y a une réflexion. Il y a une réflexion de celui qui va passer derrière pour acheter le produit. Voilà, il y a plein de petites choses. En vrai, on peut tous faire quelque chose. On peut gagner. Honnêtement, hein, moi, j'en suis convaincu. Et heureusement que j'en suis convaincu. Sinon, on jeterait des coups d'épée dans l'eau. Mais on est convaincu qu'on peut gagner, mais qu'il y a encore énormément de travail idéologique à faire avec la population et à faire avec les travailleurs. Il faut que chacun s'y mette à l'école, à l'université. Bon, j'ai envie de lui dire bienvenue dans le monde réel. Lui, il a découvert en 4 mois ce que peut-être nous, on a découvert au bout de 5 ans ou 10 ans. Hein. Il a fait une formation très rapide, mais au moins, il a fait la vraie formation de la vie. Hein. Parce que ce que la CGT choisira, mais pour finir là-dessus, il a fait
il a fait l'école de la vie en très rapide. Je pense que il y a quand même un point positif de ça. Moi, je l'ai vécu dans mon militantisme. C'est quand on sort de ça, on est convaincu. Et soit on arrête tout, ou soit là, on est convaincu qu'on doit aller jusqu'au bout, quoi. Et dans la société d'aujourd'hui, il n'y a pas de choix, hein. Il y a une barrière, elle n'a que deux côtés, hein. Et à un moment donné, il faut choisir son camp. J'en finirai là-dessus. Merci. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes pour finir la table Je vais ronde. faire très court, comme il a dit lui. Et en mieux. Non, non, mais je voulais parler du boycott. C'est une arme de destruction massive pacifiste, il faut l'utiliser. Je vais répondre au monsieur là-bas qui me disait qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a plein de choses à faire. Il faut continuer à mettre la pression pour rompre l'accord d'association qui nous lie à Israël. Et il y a des députés qui font le boulot. Et je salue mon ami Mounir Satouri qui, tous les séances plénières à Strasbourg, à Bruxelles, met la pression sur la commission, met la pression sur les camarades de tous bords pour qu'il y ait rompre l'accord d'association. Ça, c'est le strict minimum syndical de la base de, j'allais dire, on ne peut pas continuer à commercer, on ne peut pas continuer à faire du business avec un État voyou, à financer un État voyou. Les résistants de la dernière heure, ils ont toujours existé. Ça fait partie de l'histoire. Des gens qui ont collaboré toute leur vie, et puis au moment où c'est la libération, tout le monde devient résistant. Je ferme la parenthèse, ça serait trop long. Et peut-être aussi dire un mot sur la responsabilité de notre État, la responsabilité de nos élus qui se sont rendus chez Netanyahou pour aller se pavaner avec des soldats israéliens. Moi, ces gens-là, ils auront des comptes à rendre. Il faut qu'on parle de ces Français, de ces Franco-Israéliens qui ont participé au génocide. Ils ont des comptes à rendre. Il faut qu'ils passent devant la justice. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre ces criminels. Ils se pavanent à Paris, à Marseille, et qui nous envoient des vidéos avec des menaces où ils osent écrire le nom de militants X, Y sur leurs bombes. Ça, c'est notre responsabilité. On a encore des choses à faire. En fait, la bataille, elle fait que commencer. Mais je vais vous faire une confidence. Il n'y a pas beaucoup de monde. On est trop peu. Et ça ne tient pas grand-chose. Parce qu'il y a des risques à prendre. Le fait que ce que je vous dis là, que les soldats franco-israéliens ont des comptes à rendre, il n'y a pas grand monde qui vont même poser la question. Et après, la complicité, j'allais dire, des génocidaires, tribunal international de la... Oui, tribunal de la CPI, tout ça, ok, mais ça, c'est un autre niveau. Mais nous, à notre niveau, là où on est, nous, ça fait 30 ans qu'on fait d'éducation populaire. C'est notre... ils appellent ça maintenant du community organizing en anglais. Ça fait bien. Ça, mais en fait, les conférences, les expositions, là, il faut aller au festival de tournée. Là, dans quelques jours, il y a le film là, sur la jeune fille qui raconte sa fin de vie dans une voiture, là, qui était primée à Venise. Le cinéma, la culture, les livres, les expositions, ça fait aussi, ça met des graines aussi dans la tête des gens. Parce que la question de la Palestine, c'est pas que la guerre, hein. La Palestine, c'est une histoire, c'est une culture. Concernant, c'est aussi une cuisine. Non, mais je veux dire, ça aussi, on parle tout le temps de la Palestine comme si c'était un champ de bataille ou de guerre. C'est 5000 ans d'histoire. C'est 5000 ans d'histoire. C'est pas rien. Donc, tout ça fait partie, entre guillemets, de la résistance pour lutter pour le peuple palestinien. Merci. Une minute, bon, les anciens, ils ont déjà tout dit, mais à part ça, juste pour ce qui est de la question sur les universitaires, en tant qu'étudiant, moi, je sais juste que les profs sont très surveillés, hein. Il y a beaucoup, je crois, de sortes de conseils disciplinaires qui sont organisés très souvent contre les profs. Je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont eu des menaces pour des propos qui ont été proférés ou même des propos qui ont été juste retweetés, hein. C'est quand même à ce niveau-là. Et je sais aussi, parce que moi j'aimerais faire peut-être une thèse, un de ces quatre, je sais que les doctorants, ils ont aussi très très peur d'intervenir, parce qu'en fait, on peut leur couper leur financement, ou leur couper leur bourse très facilement. Et donc, en fait, il y a beaucoup de pression de par l'institution universitaire, en fait. En fait, comme au travail, en fait. C'est vraiment la même chose. Et donc, voilà. Donc, pour ce qui est des censures universitaires, elles sont bien présentes. Et elles sont en fait présentes dans toute la société, à toutes les strates de la société. Donc, voilà. Merci vraiment beaucoup pour ces interventions. On va enchaîner sans transition avec Donatella Della Porta.